Après Biodem Park, nous avons par exemple de nouveaux joueurs, hein, Learning Tree, c'est une nouvelle marque qui est dans le marché. Tree Learning, sorry. Qu'est-ce que tu as présenté? Plusieurs facteurs de plusieurs projets. Donc tu vas nous faire une espèce de sommaire. Ok, génial, génial. And then, qu'est-ce que j'ai après ça? C'est le c'est la question. Qu'est-ce que tu as là? Qu'est-ce que tu vas nous faire? Un mois? Je vois rien. Un mois pour déployer une formation, un enjeu stratégique auprès de 10 000 collaborateurs. Donc, 10 000 collaborateurs dans un mois, est-ce possible? Donc, quand il s'agit de questions, en général, la réponse est oui. Si c'est dans un endroit bizarre, le pôle du Nord, le Canada. Les histoires qui me racontent celui-là. Si vous le chopez-le après, on en va avec lui. Je raconte, c'est l'aventurier. Bon, donc, je vais passer le micro à Stéphane Dubolt, qui va être notre modérateur principal. Et on va commencer avec Marc. Okay. Donc merci à tous d'être venus et tous ceux qui arrivent à trouver des places. Donc, on va démarrer avec ce titre qui en a fait rêver plus d'un. C'est comment rater son projet e-learning en 5 leçons. Donc ça c'est très intéressant pour tous ceux qui travaillent sur du contenu web, parce que ça fait de l'accroche. Donc c'est top. Et après maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Bonjour à toutes et à tous, donc je suis Marc Lefy, je suis dans l'équipe commerciale Cornerstone. Donc quand on a parlé de cette thématique, je me suis dit je vais me plonger un petit peu, parce que mon rôle c'est d'être en face de vous, de vous rencontrer et de vous expliquer comment gagner, comment réussir un projet LMS. Le métier de vente étant ce qu'il est, et des fois je gagne, des fois je perds, quelquefois je perds pour des raisons que je trouve assez dommages, et je constate quelquefois, alors je dirais pas que c'est une joie, mais je dirais que beaucoup de projets LMS ne réussissent pas, pour un certain nombre de raisons que je me propose de vous présenter aujourd'hui. Alors le programme est assez vaste, donc on va essayer d'être le plus synthétique possible, mais j'espère que vous vous retrouverez dans ces éléments-là. Je pense que ce sont des travers qui arrivent à tous. C'est très facile pour moi de les mettre en avant aujourd'hui. C'est une synthèse, donc ce n'est pas une critique, mais quand même, il y a toujours quelque chose à prendre, je pense. J'espère que vous ne vous retrouverez pas dans tous les travers, sinon ça voudrait dire qu'il y a un problème. À la fin de la présentation, je demanderai qui se retrouve dans la totalité ou qui s'est un petit peu retrouvé dedans. Ce qui permettra à chacun de poser toutes les questions que vous avez toujours rêvé de poser dès que la présentation sera là. Donc mémorisez tout pour n'hésitez pas à vous dire tiens, il y a une question qui me taraude, et vous aurez la possibilité de poser toutes les questions que vous avez rêvé de poser. N'hésitez pas, et vous avez le droit de ne pas être d'accord. Bien au contraire, on est là pour débattre. Principalement, ça va tourner autour de l'argent, hein, pour un projet LMS. Je pense que ça c'est déjà un premier point sur lequel il y a des échanges assez forts. Ça va tourner autour du pouvoir du contrôle, en fait, qu'il y a autour de cette thématique-là. Et nous, dans notre expérience commerciale et la mienne, en tout cas personnellement, c'est un sujet qui est très récurrent. Ça va aussi on va parler de la dimension audace, innovation. On est sur un sujet qui est relativement poussiéreux, qui se renouvelle tous les 2-3 ans, qui a un long historique. On parle de la formation en France. Il y a de la place pour l'audace ou pas. On va parler de la place du digital, donc en lien avec ces éléments-là. C'est un sujet de discussion assez fort aussi, avec quelquefois des réflexes qu'on encourage à ne pas avoir. Et puis on se terminera avec votre bébé, en tout cas pour ceux qui sont directement impliqués sur la problématique de formation, c'est l'offre, le catalogue. Voilà, 5 thématiques qui me paraissent être aussi des axes. Pour revenir sur l'objectif pédagogique quand même de la présentation, il y a un second degré dans tout ça. On va parler des meilleures façons de se planter, mais pour justement identifier comment est-ce qu'on peut éviter ces sujets-là, pour ne pas se planter, c'est l'objectif. Comme ma vocation, c'est que Cornerstone vous accompagne avec succès et pas de vous pousser droit dans le mur. Voilà. Alors parlons argent. Alors justement, le premier point, évidemment, on parle d'argent. Si vous avez envie de vous planter, c'est peut-être même le meilleur moyen
de démarrer et de foncer droit dans le mur, on fait un bon point en avant, c'est d'être radin, parce qu'on va parler d'un projet de gestion de l'information. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a tout un éventail de choses qui existent, il y a un historique assez important, PowerPoint, hein, ça ne coûte pas très cher, on dit ce qu'on veut, on sait faire des animations qui sont sympathiques, on a des vieilles recettes qui fonctionnent bien, de toute façon, il y a aussi cette remarque, alors c'est un vrai florilège de choses constatées, hein, vraiment, je vous laisse apprécier. Il y a ce côté volatile, quand on forme, les gens s'en vont. Certes, on a tout mis sur l'intranet, donc l'intranet c'est notre principal concurrent, il y a toujours un intranet quelque part qui est disponible, qui est accessible. Donc voilà, ça devrait suffire. Et puis de toute façon, ce qui compte, ce sont les hauts potentiels. Bon, pour les autres, ça ne sert à rien. Je suis un peu provocateur sur ce point-là. Quelquefois, vous n'avez pas le choix. On vous donne des budgets que pour former uniquement les hauts potentiels. Aussi, quelquefois, il y a ce cas de figure-là. Ce réflexe, est-ce que parmi vous, certains se reconnaissent dans cet aspect-là? Non pas sur le côté radin, mais sur le fait qu'il y a une tentation quand même très forte de voir plutôt à l'économie qu'à la dépense. Avec une question peut-être pour étalonner, à partir de quand on est radin? Alors, en général, oui, moi j'ai une réponse là-dessus. Souvent, l'élément clé, c'est j'ai un budget de fonctionnement, je ne peux pas faire mieux avec ça. Sous-entendu, je n'ai pas envie d'aller présenter 1 euro de plus à ma hiérarchie, parce qu'on va le savoir et je n'aurai jamais mon projet. Donc j'ai un budget de fonctionnement, je sais que ça me coûte tant d'investissement chaque année pour former, moi je veux un outil qui rentre dedans. Voilà. Puis bon, ça c'est la radinerie, elle commence là. C'est moche. Donc est-ce qu'il y en a qui se reconnaissent dans ce profil? Forcément, on hésite à lever la main après ça. Alors, ici le message c'est il faut évidemment avoir un réflexe, c'est un exercice économique, un projet porte de l'argent, des enjeux, donc il y a des dépenses, mais il faut avoir le réflexe investissement. Régulièrement, les mêmes personnes, quand elles nous reçoivent, elles disent c'est quoi mon ROI? Mais justement, il faut avoir un réflexe ROI, il y a un retour sur investissement à aller chercher. Donc le ROI, il est le vrai sujet, il y a des questionnements en amont, retour sur investissement, qui sont nécessaires à avoir avant réellement de penser être radin ou pas, parce que ces questions-là vont en général déborder largement le périmètre de la formation au sens strict du terme. Ils vont ramener très vite sur des enjeux d'entreprise, de positionnement. Jusqu'à preuve du contraire, une entreprise propose des produits différenciés, qu'elle veut qu'ils soient préférés par rapport à d'autres, donc va jouer sur des talents, sur des particularités, et qui ramène très vite à des enjeux de compétences, sur lesquels la formation est appelée à jouer un rôle. Donc quand on présente ça dans ce sens-là, il y a un peu plus de parties prenantes que les personnes en charge de la formation tout court. Et là, on peut ne plus être radin, on se met une pression, il faut accepter la pression, parce qu'on va porter des investissements, donc il y a peut-être un peu de peur aussi, qui est liée à ça et qui fait qu'on est radin. Mais en tout cas, il y a une notion d'investissement et de retour sur investissement que vous pouvez adresser vis-à-vis justement d'un éditeur. Trop peu de fois, nous sommes en capacité d'aborder le sujet, alors qu'il y a des vraies réponses, il y a des vrais challenges qui nous font réfléchir nous aussi. Le ROI n'est pas le même d'un client à un autre. Pour être en complément, quand on a un ROI Cornerstone qui accompagne, le ROI Cornerstone c'est quoi pour l'entreprise? Il y a plusieurs niveaux. Il y en a un qui est classique, qui est propre à tout outil. Un outil est là pour apporter de la productivité. Donc il y a un gain de productivité qui est assez important quand on a un outil qui est bien conçu, qui fait qu'on automatise un certain nombre de choses. Donc il y a des gains qui sont assez importants. Après, il y a un autre ROI qui est très important aujourd'hui, c'est que quand on a une plateforme LMS qui est ouverte, qui gère plusieurs modalités, on a une capacité à former plus pour un budget identique, voire plus faible. Donc il y a un taux de formation qui explose pour des coûts qui sont assez réduits, ou marginalement moins importants, qui font qu'on forme beaucoup plus, on touche une population bien plus importante et qu'on crée des dynamiques dont je parlerai un peu plus tard.
parce qu'on va rentrer dans des éléments innovants qui font qu'on va rentrer dans une logique apprenante. Et donc, en fait, il va y avoir peut-être même de l'auto-formation, de la formation croisée au sein de l'entreprise, sans parler de budget. Donc finalement, c'est une très bonne radinerie, en fait, dans le fond, dès qu'on se met à parler ROI. Deuxième point, le contrôle. Alors, si vous avez envie de vous planter, ça aussi c'est important. Et là, c'est un point culturel français fort. J'ai la chance d'être sur des dossiers internationaux, purement français ou français à l'international ou internationaux. Ça, on est champion sur ce point-là. On veut tout contrôler parce que c'est très cadré la formation en France. Il y a des reportings très précis, il y a des cadres, etc. Et donc là-dessus, il y a un réflexe un peu omnipotent de service formation qui dit voilà, moi je sais ce dont on a besoin, le catalogue, la 2483, feu la 2483, mais il y a tous ces éléments liés au réglementaire qui font qu'aujourd'hui il y a une approche de contrôle qui est très forte et qui muselle en fait finalement les projets. Donc aujourd'hui, dites-vous une chose, l'ensemble des collaborateurs qui viennent dans votre entreprise aujourd'hui sont exposés à de l'ultra collaboratif, travaillent ensemble, ils ont une culture de l'échange via d'autres applications dans leur vie du quotidien et vont se retrouver un peu à l'âge de pierre quand ils vont arriver chez vous. Et dites-vous que plus vous souhaitez contrôler, plus vous allez faire exploser votre budget. Et si vous êtes radin, en fait, vous allez réduire fortement l'impact de la formation. Au bout du compte. Plus vous libérez les énergies, plus en fait vous allez créer une dynamique de formation et d'échange et de collaboration, donc moins de contrôle justement, qui va faire que vous allez en fait vous allez devenir un animateur en fait de flux de formation, d'échange, et donc au lieu de contrôler, vous allez plutôt avoir un travail de cadrage, parce qu'on ne va pas faire tout et n'importe quoi. Dans un outil LMS, mais laisser suffisamment d'espace pour qu'il y ait des échanges. Il y a des cas très intéressants, je pense qu'on les verra dans la suite. Tout à fait. Alors, ne rien changer, donc ça c'est lié à l'audace. Se rapprocher peut-être rapidement des trois autres, passer un scapin pour savoir 2-3 questions, pour savoir s'il y a encore des radins intelligents. Alors, le changement, c'est un élément aussi assez important. Tout bouge très vite. Le digital prend sa place. Alors j'ai lié justement le changement avec le mobile, hein, c'est un bon exemple, hein, typiquement sur le mobile justement. Pourquoi faire sur le mobile? Il y a des sujets aujourd'hui de la recevabilité d'une formation sur mobile parce qu'il y a un risque qu'il soit pendant le temps de travail ou hors temps de travail. Certes, c'est un vrai sujet. D'accord, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais derrière le mobile, il y a le digital. Il y a cette capacité à accéder plus facilement à la formation et du coup, cette antithèse de la formation à l'ancienne. Heureusement aujourd'hui le débat entre le e-learning, le digital learning et le présentiel n'a plus lieu. On a bien compris que c'était des choses complémentaires et qui étaient nécessaires à mettre ensemble pour faire quelque chose de beaucoup plus efficace. Mais il y a encore des freins très forts sur le changement, sur l'innovation, sur les nouvelles méthodes. Alors je ramène encore à cette fameuse exemple des générations de collaborateurs qui viennent chez vous en ayant des pratiques très avancées ailleurs, qui racontent presque toute leur vie sur d'autres réseaux, qui ont l'habitude d'échanger de façon dématérialisée sur beaucoup de sujets, qui utilisent des applications très innovantes, à qui il va falloir savoir s'adresser, qui ne sont plus forcément acheteuses de formation présentielle. D'ailleurs, on va mettre peut-être le frein dans un sens, maintenant on peut l'avoir dans l'autre sens. Aller dans une salle pour quoi faire? La question commence vraiment à ressortir. Et le catalogue annuel, le fameux catalogue annuel, donc, qui pour moi est un corset. D'ailleurs, on n'aime plus parler de catalogue, on parle d'offres de formation, d'offres avec un grand O, parce que l'objectif du catalogue, c'était cadrer un contenu dans un contexte bien particulier qui était l'entretien d'évaluation ou des points de rencontre bien précis où on essaie de voir comment est-ce qu'on va accompagner une personne par rapport à une problématique identifiée. Aujourd'hui, en fait, il faut toujours continuer à faire cela, mais il faut surtout avoir une offre qui vit en fait.
Aujourd'hui, le métier de formateur, et je ne dis pas que c'est demain, mais c'est maintenant en fait, il y a une dimension community management qui est claire, il y a une communauté d'apprenants qui a besoin d'être alimentée, il y a des objectifs de formation qui sont très importants. Comment pouvez-vous imaginer qu'un processus aussi critique que la formation, sur laquelle beaucoup de gens comptent, beaucoup d'entreprises comptent pour faire bouger les choses, pour faire changer les choses. On dit qu'il faut être agile, on dit que tout bouge vite. En Europe, il y a un vrai transfert de compétences et des enjeux de positionnement des entreprises. Comment voulez-vous qu'un processus tel que la formation se fige à juste un point annuel, alors qu'en fait les choses bougent tout le temps et que les besoins de formation sont là tout le temps et qui se créent quasiment tous les jours. Voilà, ça c'est une question importante sur laquelle moi, je vous invite à réfléchir, qui fait qu'un catalogue aujourd'hui doit être self-service, il doit être ouvert, il doit être alimenté, et une problématique de contenu. Il y a vraiment de la place pour un catalogue traditionnel avec un objectif précis, mais aussi une offre que vous allez enrichir avec du contenu et que vous allez laisser les apprenants enrichir avec leur expérience. Et figurez-vous que quand on va dans cette démarche-là, on identifie des vrais experts qu'on ne connaissait pas, qu'on n'identifie jamais dans un entretien. C'est des sachants qui savent envoyer du contenu, qui savent le faire partager, qui traitent la vraie vie de l'entreprise et qui le coup quand même d'être partagé. Et puis au passage, vous jouez un rôle de ciblage, d'identification de talent. Tout ça grâce à la formation. Donc, ça vaut le coup de ne pas être radin, du coup, dans cette démarche-là. Un dernier point. C'était le dernier point, je voulais juste finir sur... alors, j'ai été faire cette fois-ci, d'habitude on parle de nous avant, mais moi j'en parle après. Donc Cornerstone, très rapidement, nous sommes éditeurs de logiciels, comme vous l'aurez compris, de gestion de la formation, c'est notre métier d'origine. En fait, nous avons une suite complète avec 7 modules, qui part du recrutement, en passant par le onboarding, le collaboratif avec le module Connect qui joue un rôle très important dans la partie formation, la gestion de la performance, les entretiens, l'évaluation, la compensation, c'est la partie révision salariale, et les plans de succession. La formation est au centre parce que le point clé à retenir chez Cornerstone, c'est que nous gérons la dimension compétence en fait, qui est le fil conducteur de l'ensemble de ces processus. C'est un enjeu de recrutement, c'est un enjeu de formation, dans la gestion des parcours, c'est un enjeu d'échange au niveau collaboratif, c'est ce qu'on mesure quand on fait de la performance, quand on fait des entretiens d'évaluation. C'est un critère de rémunération important. Quand on fait les entretiens d'évaluation, on tient compte de ces éléments-là. Et c'est aussi un enjeu très fort sur la succession. Donc la formation est au centre de tout ça. Ne soyez pas radins parce que justement l'investissement il est là. Il y a un rôle central qui est à jouer. Et donc je vous encourage à y aller et à nous solliciter, à nous challenger aussi sur ces sujets-là. Ça c'est le message du commercial. Voilà. Très bien, merci beaucoup de cette présentation. Alors, quelles sont les questions pour ne pas être radin, pour arriver à faire du collaboratif sur les 5 points qu'il faut arriver? Qui c'est qui s'y reconnaît? Très bien. Je donne... Bonjour, Nathalie Ledefeu. Donc moi, je suis chef de projet e-learning. Et je reconnais beaucoup votre philosophie dans ce que vous dites. Malheureusement, je fais le constat aussi, je me permets de le faire parce que j'ai vécu 10 ans à l'étranger. Donc là, je suis sur un retour en France. Et je vois qu'on se met encore beaucoup de barrières en France. Donc je voulais savoir comment ce discours était reçu dans les entreprises aujourd'hui. Parce que c'est vrai que les innovations prennent du temps. Et surtout que les entreprises veulent faire des grands projets tout de suite, alors que c'est mieux de commencer par des petits projets. Donc je voulais savoir comment ce discours-là a été reçu. Merci de la question. Nous, on est en quelque sorte Cornerstone un peu en avance parce qu'on est d'origine anglo-saxonne, donc on a une vision assez débridée, assez libre en tout cas de la chose, ce qui explique notre leadership. Aujourd'hui, ce discours, il s'impose par le business. Toutes les entreprises qui sont un peu archaïques dans leur approche de formation au niveau business sont digitales et elles mourront sinon. Tout le monde travaille à des applis, tout le monde a des offres. Tout le monde en a conscience. Tout le monde en a conscience. Ça va extrêmement vite côté business, donc beaucoup moins vite côté RH. Il
faut se saisir du sujet en fait, parce que l'écoute est là aujourd'hui, clairement. Donc ça s'impose, et la dernière réforme de la formation, dans le fond, on dit ça maintenant, on ne dit plus combien on va former, c'est pourquoi on va former, donc on se commence à poser la bonne question, et ça va ramener au business. C'est quoi la raison d'être d'une entreprise? C'est son business, ses compétences clés, ses talents, et c'est quoi l'intérêt d'un collaborateur? C'est de pas se faire du macramé, mais c'est d'être formé pour rester dans son emploi et d'être employable encore. Donc ça s'impose par le business, clairement. Et aujourd'hui, on a une vraie réceptivité. Le problème, c'est la radinerie après. Très bien, on tourne autour de... Mais l'argent, c'est important, c'est aussi un choix pour montrer les valeurs qu'on donne. Quand on dit on peut faire quelque chose et qu'on ne veut pas y mettre les moyens, c'est souvent qu'on n'a pas vraiment envie. On veut tout faire, et donc choisir, c'est effectivement un moyen très important. Alors, je vous laisse vous présenter. Bonjour, je m'appelle donc Sophie Fauriat, je suis directrice clientèle chez Symetrix. Et donc on m'a sollicité, on m'a invité, Céline m'a dit, écoute, ce qu'il me faudrait, c'est, je fais pas bien l'accent, mais ma chérie, il faut absolument que tu me trouves quelque chose, un retour d'expérience sur un projet top. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Moi j'ai un super projet en ce moment sur lequel je travaille avec Bioderma. Et voilà, et on a étudié avec Aurélie Oromato, donc responsable formation chez Bioderma, quels étaient les facteurs clés de succès d'un projet e-learning. Alors, Bioderma Park, peut-être que je vais quand même préciser, ce n'est pas qu'un projet e-learning, c'est un campus digital que nous avons mis en place. Et donc nous avons, ça fait 2 ans qu'on travaille dessus. Et c'est pas fini. Voilà. Et l'idée en fait c'est vraiment de vous faire un retour d'expérience sur ce projet en particulier. Après bien entendu il y en a d'autres, hein. Mais là j'ai l'occasion en plus de vous amener le retour d'Aurélie. Je te laisse peut-être te présenter un petit peu. Donc, bonjour à tous. Donc oui, Aurélie Romato, donc je travaille au service formation monde chez Bioderma, et comme le disait Sophie, ça fait plus de 2 ans qu'on travaille main dans la main avec Symetrix pour mettre en place ce campus digital qui est le Bioderma Park. On a énormément travaillé, on a pris notre temps, et de pouvoir communiquer et partager cette expérience avec vous, c'est une vraie chance, parce que oui, c'est une expérience qu'on a vécue, qui a été longue et qui continue d'évoluer, qui n'est pas statique. Et on a travaillé voilà, ce côté partenariat avec Symetrix qui était très fort. Et du coup, voilà, pouvoir échanger là-dessus. N'hésitez pas si vous avez des questions, vraiment, on y répondra avec plaisir. Peut-être avant de rentrer dans le processus, c'est quoi un campus digital? Qu'est-ce que vous mettez dedans? Il y a des définitions. Justement, on va rentrer dans le détail progressivement là-dessus de ce campus digital. Tu en parleras un bon moment. Justement, alors, pour résumer en quelque sorte, ce campus digital, c'est quoi concrètement? C'est une plateforme LMS gamifiée qui s'adresse à l'ensemble des collaborateurs de Bioderma et qui va recenser plusieurs modules de formation. Alors, on n'est pas que sur du module formation et learning, hein, on va être sur à peu près tous les contenus de formation digitaux actuellement. Et puis, on continue d'évoluer et de se renouveler. Parce qu'il faut savoir que chez Bioderma, elles ont énormément d'idées. Elles font des listes au Père Noël régulièrement. Voilà. Et donc, on est obligé de faire évoluer la formation assez régulièrement. Donc, quand on a un petit peu réfléchi sur les facteurs clés, le premier ingrédient en fait, hein, de la réussite de ce projet, ça a été justement nous de prendre notre temps. On n'a pas, l'idée c'était peut-être pas d'être radin justement, mais d'arriver à bien comprendre le contexte de formation du projet. Alors peut-être je te laisse en parler. Parce que dans le prendre son temps, donc avant de commencer à travailler avec Symetrix, il y a eu un très gros travail qui a été fait
donc par notre service pour mettre en place, mais déjà réfléchir, prendre le temps de réfléchir à ce qu'on voulait nous, mais aussi ce que voulait la direction, ce que voulaient les équipes commerciales, ce que voulaient les équipes marketing, parce que je pense que ce genre de projet, si on n'emballe pas tout le personnel, on ne va pas y arriver. Donc il faut vraiment que ce soit, qu'on prenne le temps d'en discuter avec tous, pour que tout le monde aussi y trouve son compte. Et si chacun y trouve son compte, après, pour aller chercher du budget auprès de la direction, c'est beaucoup plus simple. Parce que c'est pas que nous, à la formation, qui allons demander du budget, mais finalement les équipes marketing vont trouver leur compte de leur côté, donc ils vont pouvoir appuyer cette volonté de créer ce campus. Les équipes commerciales, quand on réfléchit à une approche aussi de formation, des collaborateurs, mais aussi avec une approche vraiment business, là aussi ils peuvent appuyer auprès de la direction. Donc voilà, c'était de construire ensemble avec les dirigeants de Bioderma tout un cahier des charges qui a été très long, et bien sûr qu'on a construit aussi avec l'IT, parce que c'était important aussi d'être accompagné par les équipes techniques dans la rédaction de ce cahier des charges qui a été très long. C'est un grand cahier des charges qu'on a fait, mais on a essayé d'être le plus exhaustif possible pour ne pas passer à côté d'une option dont on pourrait avoir besoin plus tard. Et donc voilà, ça a été vraiment créé avec les différentes directions de Bioderma, des échanges pour que tout le monde, finalement, que cette plateforme, elle se retrouve au centre des différents services. Et ça a été long, ça a pris du temps, mais c'était vraiment nécessaire pour pouvoir derrière sélectionner le bon partenaire et puis pour avoir justement pour éviter ce côté radinerie, parce que on avait l'appui de plusieurs services, donc forcément c'était plus simple pour débloquer du budget. Donc voilà, ce côté prise de temps. Quand vous dites que ça a été long, ça a pris combien de temps alors ça, c'est facile. Donc pour vous dire, nous l'idée elle a germé en 2013. On est en 2016, on est loin d'avoir fini. On a déjà lancé pas mal, une grande partie du parc, mais on va voir que qu'il en arrive encore beaucoup pour cette année, pour 2017. Donc voilà, le cahier des charges, ça a bien pris, je pense, 5 ou 6 mois pour le rédiger. Avant et puis après la sélection du prestataire, donc voilà. Qu'est-ce qui vous a fait choisir ce prestataire? J'aurais peut-être à le dire maintenant. Oui, non, mais bien sûr, dans le prendre son temps, c'est parfait. On a sélectionné Symmetrix suite à... On leur a demandé de réaliser un POC, une preuve de concept. Donc on a challengé pas mal de prestataires pour voir lequel allait être le plus... en phase avec nos envies, nos besoins, et donc forcément on a sorti du budget là aussi pour faire des POC, normal, mais du coup on voulait être sûr de partir avec le bon. Donc la réalisation de ce POC là, c'est suite à ce POC qu'on a sélectionné vraiment Symmetrix en se disant on est en phase, ils sont capables de le faire, on en est certain, et l'environnement et les gens avec qui on a déjà commencé à travailler, ça s'est bien passé, donc allons-y et sélectionnez. C'est comme ça, ouais. Non, mais c'est bien, c'était résumé. Merci. Après, oui, non, c'est vrai que nous, on est rentré vraiment dans la danse à partir du POC. Donc c'est vrai que, voilà, je dirais que... Qu'est-ce qu'il avait de particulier, votre POC? Notre POC, il avait une particularité, c'est que déjà, techniquement, on arrivait à répondre à leurs contraintes. Parce que déjà voilà, c'est un projet qui est international, donc qui doit être multi-device. Donc le POC lui était spécifiquement à réaliser pour un format smartphone. Bon, maintenant en l'occurrence il fonctionne sur tous les devices, mais voilà, c'était la première demande. Et puis on avait une dimension gamifiée où en fait il fallait vraiment rendre addictif l'apprenant. Voilà, ça c'était pour vous résumer, Aurélie et Véronique de Bioderma sont arrivées et nous ont dit voilà, nous on veut un Candy Crush. Ok, alors Candy Crush, comment te dire, c'est pas vraiment ça, parce que la formation sur le Candy Crush, je suis d'accord, c'est sympathique, on va attirer l'apprenant, mais derrière il faut qu'il se forme, il y a quand même une histoire pédagogique qui doit se construire derrière.
Et c'est là qu'on est intervenu, on va dire. Et c'est vrai que le côté addictif, il était très important pour nous, parce qu'en fait, chez Bioderma, on avait lancé il y a quelques années une première plateforme d'e-learning qui avait finalement échoué, parce que même si c'était joli, tout ça, il n'y avait pas ce côté émotionnel, addictif. Et du coup, la direction et nous-mêmes, on est convaincus de l'effet, ben voilà, quand on rentre l'émotion dans un processus d'apprentissage, forcément, voilà, ce côté addictif, il était très très important pour nous. Et quand on les a challengés là-dessus, c'est eux qui ont le mieux répondu sur ce côté-là. Alors après le côté addictif, qu'est-ce qui est très important dans un projet de ce type? Alors, pour nous, ce qui est très important, c'est de se faire confiance, de travailler en partenariat. Aurélie le disait tout à l'heure, c'est vrai que ça a été quand même une rencontre et ça nous a permis de se libérer des contraintes. Tout à l'heure, tu parlais de contrôle. Justement, là, ça a été l'inverse. Là, c'était du lâcher-prise. L'idée, c'est vraiment de pousser à fond les qualités de chacun et d'arriver à proposer des petites choses un peu folles, mais qui plaisent toujours. Et c'est là où on arrive à construire des choses un peu différentes. Puisque l'idée aussi, c'était de proposer un campus numérique complètement différent et qui soit complètement en adéquation avec leur objectif pédagogique de formation. La possibilité de se faire confiance, eh bien, ça a été aussi de se dire on va grandir ensemble aussi, hein, parce qu'on a beaucoup investi chez Symetrix aussi dans ce projet, parce que c'est un projet auquel on croit. Et on a eu raison parce que ça fait maintenant 2 ans que ça fonctionne. Donc on a d'abord lancé le projet en France et puis là aux États-Unis et puis voilà, ça commence à se diffuser donc Bulgarie récemment. Voilà. Panama, exactement. Ah oui, en ce moment elles sont au Panama, oui c'est vrai. Voilà, et donc on a énormément, les îles, ouais, on a énormément de collaborateurs qui se... Donc on a tous les collaborateurs de chez Bioderma qui se connectent, donc ça fait à peu près 2000 personnes. Et alors l'idée aussi, c'est que le campus digital a été ouvert à l'externe, donc aux clients de chez Bioderma. Donc là maintenant, on a ouvert les portes et on a de plus en plus de personnes qui se connectent à cette formation. Voilà. Oui, parce que juste précision pour l'externe, donc les clients de Bioderma, il était pour nous important, Bioderma c'est une marque qui se veut aussi éducative, mais de pouvoir les former eux aussi aux différentes pathologies qu'on peut avoir, mais à nos produits évidemment aussi, de pouvoir les challenger au fur et à mesure pour entrer dans un vrai processus de business finalement avec eux. Et c'est ce qui nous a permis, c'est vraiment une approche différente. Donc ce parc-là, il est fait à la fois oui, pour l'interne, mais aussi pour l'externe, pour créer du sell-out, pour créer de la dynamique sur le point de vente, pour former les équipes officinales aux produits, mais avec une approche totalement ludique et addictive, qui est forcément aussi meilleure et qui marche super bien sur le point de vente. On a eu beaucoup de connexions l'année dernière parce que y a un jeu qui s'appelle Bioderma organise un jeu avec les pharmaciens et c'est vrai que c'était devenu le site de révision de ce jeu-là pour gagner. Donc voilà, il y avait une vraie dynamique comme ça de sell-out et du coup oui, au niveau des connexions, si on compte les internes actuellement puis les externes déjà en France puis à l'international, on peut arriver à des chiffres exponentiels et je n'imagine pas combien on pourrait faire d'ici 5 ans en fait. Exactement, passionnant. Un dernier mot? Oui, un dernier ingrédient sur lequel on a beaucoup insisté aussi, on a beaucoup travaillé, c'était l'idée de te dire que le projet qu'on avait construit devait permettre à l'équipe Bioderma d'être autonome, indépendant. Ils ont construit eux-mêmes leur outil de formation, notamment les Rich Media, quelques grains e-learning, et ils maîtrisent complètement la gestion. Donc là, on est sur une interface plateforme, où en fait, on est sur le côté back-office de la plateforme LMS, et là, vous voyez qu'en fait, l'idée, c'est que c'est simplifier au maximum la plateforme et pouvoir soi-même venir ajouter des contenus, des grains e-learning, des rich media,
de retirer ou d'ajouter un client ou une ressource, et puis aussi de préparer sa classe virtuelle à la DermaConf et peut-être éditer un reporting bien précis sur son projet. Voilà, donc là c'était pour nous assez important. Donc voilà, des exemples d'interfaces qui ont été réalisés en interne. Donc là, on a la responsable formation Monde, Véronique Bonnard, qui fait elle-même ces petites vidéos et qui donne des exemples de formation. Voilà. Et puis, je dirais juste une dernière chose, l'ingrédient bonus, c'est varier les plaisirs. Alors ça me fait beaucoup rire avec Aurélie, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en fait, on est obligé constamment pour ce projet, pour qu'il reste aussi percutant, voilà, de tout le temps ouvrir d'innover dans la formation, en fait, on va dire. Et là, on est par exemple on accède à une nouvelle porte du parc qui va nous renvoyer à des contenus de formation, toujours avec cet univers gamifié et assez ludique. Et puis pour très bientôt, là, pour mars, on va lancer les activités digitales qui vont s'intégrer dans les formations présentielles. Et c'est notamment Aurélie donc, qui manage le projet avec nous en interne. Voilà, je te laisse peut-être en parler un petit peu. Oui, donc bien sûr, vous imaginez bien que ce projet-là, ce parc-là, il est miroir du présentiel. Hein. Il fallait forcément qu'il y ait un lien, et ça, on l'avait déjà pensé comme ça, mais encore plus mettre... donc en présentiel, actuellement, on a énormément de jeux qu'on utilise, on sait qu'ils marchent très bien dans la formation de nos collaborateurs. Là, le but, ça va être de transférer ces jeux-là sur du digital, de commencer à collecter des points, que ces points-là, ensuite, ils vont être mis dans le parc, parce que forcément, chaque personne a un compte spécifique, où, en fonction de ses points, il va ouvrir des portes, il va pouvoir découvrir d'autres endroits. Donc voilà, un processus global, comme ça, de formation, de présentiel, avec le digital, avec CSGS là, ce nouveau projet qui attaque au mois de mars. Et donc voilà, donc varier les plaisirs, oui, on est une génération, comme je dis souvent, qui a toujours besoin d'être renouvelée, qui a toujours besoin de renouveau. Donc même si ça fait 3 ans qu'on travaille sur ce parc, chaque année, il s'est passé des choses en fait. Et du coup, les gens découvrent autre chose. Tous les 6 mois, il se passe quelque chose, on anime la plateforme, il y a une nouvelle porte qui s'ouvre, il y a autre chose qui arrive derrière. Donc voilà, ça c'est hyper important aussi pour nous, pour continuer à animer et à faire vivre ce projet-là en fait. Tip top, c'est vraiment très très bien cette partie événementielle, cette partie passionnante, ça pose plein de questions pédagogiques. Alors donc plein de questions, qui s'est fait une question à poser sur ces projets-là, ces retours d'expérience terrain? J'en aurais peut-être une sur le rapport avec le marketing. On a parlé alors ce qui n'est pas forcément commun entre pédagogie et marketing. Ah oui, non mais pédagogie et marketing, non, mais par contre volonté commune d'avoir des informations claires et identiques sur les produits. Nous, enfin le marketing c'est le produit, notre rôle c'est de faire comprendre, on n'a pas le même discours, mais finalement l'objectif reste quand même, on est très proche du marketing parce qu'un produit, eux ils communiquent d'une façon, nous on va trouver un autre angle pour communiquer, mais si on ne travaille pas main dans la main, le produit ne sera pas compris par le consommateur et c'est pas du tout ce qu'on veut ni pour les collaborateurs. Donc voilà, donc forcément on a un lien proche avec eux pour assurer la bonne communication autour du produit. Exactement, c'est une belle évolution. Alors on va passer à notre camarade de Tri Learning qui va nous parler de l'accompagnement et des facteurs clés bien sûr du succès. Donc quels sont les facteurs clés du succès d'un projet de e-learning? Oui, bonsoir tout le monde. Donc Alexandre Royer, directeur de Tri Learning. Donc nous on se positionne comme fournisseur de logiciels. On propose un logiciel auteur, Créa Learning, un logiciel, une plateforme LMS, donc Agora Learning, qui permet de suivre les formations, et un outil de gestion administrative pour les centres de formation. Donc on réalise des projets, je dirais on se trouve en milieu de parcours. D'abord il y a toute la préparation du projet, vous tous je suppose que vous réfléchissez comment mon projet va se mettre en place.
Ensuite, il y a l'équipement, on va choisir des logiciels, on va s'armer pour le faire. Et puis, il y a la réalisation. Donc là, on vient de voir Sophie Aurélie qui parlait d'un projet de bout en bout qui aboutissait jusqu'à la formation effective. Nous, on s'arrête avant. Voilà. Donc, pas tout de suite. C'est beau le travail d'équipe, c'est collaboratif, c'est dur. Donc nous on s'est dit comment on va faire pour faire partager notre expérience, donc à vous que ce soit. On travaille sur des projets qui sont de budgets très très différents. Donc moi j'ai un petit point de différence avec Marc sur un de ces points, on y reviendra peut-être tout à l'heure, au niveau de tout ce qui est budget. Les projets qu'on aborde, pour passer au e-learning, ça va de budgets qui sont très très bas, 2 à 3 000 euros, à des budgets qui sont plutôt très hauts, 200 000 euros. Donc tout est possible à ce niveau-là. C'est un facteur important, mais pour nous, ce n'est pas celui qui nous a semblé être le facteur clé principal. Donc on a essayé d'identifier pourquoi certains projets réussissent, pourquoi votre projet va réussir, et pourquoi il peut échouer. Alors, je n'ai pas la solution. Tout simplement, on va voir quelques aspects qui nous semblent intéressants. Alors, on en a retenu 4 pour expliquer pourquoi certains projets marchent et d'autres ne marchent pas. Merci, Sophie. Donc, première chose, l'organisation. Un projet, quand il commence, il ne faut pas se lancer n'importe comment, il faut effectivement organiser, réfléchir, qu'est-ce que je veux, ça va se recouper avec un autre point qu'on va voir tout à l'heure. Il faut déterminer quelle va être la mission, un responsable et dégager du temps. Donc, il faut organiser son projet et y réfléchir. Comment je sais ce que je veux? Alors là, nous, on ne peut pas y répondre. Est-ce que je me rapproche de la stratégie? Est-ce que je me rapproche des attentes de... Est-ce que je me rapproche du benchmark en disant bah, si tout le monde le fait, j'ai qu'à faire la même chose? Non, quand on détermine ce qu'on veut, ça va plutôt être le point suivant, ça va être quels sont les objectifs mesurables. Donc je veux déterminer des clients qui veulent, leur objectif c'est d'agrémenter une formation présentielle d'un petit module de 15 minutes. Voilà, je veux appuyer, je veux améliorer ma formation. D'autres, je veux améliorer mon catalogue de formation. Donc créer des modules learning, enfin, comme le cas qu'on vient de voir, on crée quelque chose. Donc ça dépend de l'organisation, il n'y a pas de règles, tout existe dans ce domaine-là. Donc, les objectifs mesurables, alors là j'ai pris un exemple sur les objectifs, sur ce qu'on peut déterminer comme objectif. Par exemple, créer un module learning en passage obligé avant les formations présentielles. C'est un objectif qui peut être déterminé pour améliorer la qualité. Suivi avant la formation présentielle, les modules e-learning doivent aider à réduire le temps passé en présentiel. Un autre objectif, on a une formation présentielle de 2 jours par exemple. Là, on voudrait que ça dure 1 jour et demi. Donc on va investir pour faire un module qui va pallier à cette demi-journée. Et si on reprenait le problème en disant on fait du blended, donc on se dit on fait en préalable des choses en e-learning, ça réduit de combien si je fais, je sais pas, une heure sur une classe virtuelle, sur quelque chose en e-learning, peu importe le format, ça réduit de combien le présentiel? Parce que ça, ce sont des chiffres importants qui vont servir après, justement, pour monnayer, comme on disait, pour éviter d'être chagrin, comme on dit. Je n'ai pas la réponse. Non, ça peut dépendre de tellement de facteurs. Et puis, nous, c'est pas notre partie non plus. Nous, ça va être d'installer tous les outils. D'accord. Autre objectif possible, vous tous, vous avez vos objectifs. Hein, vous pouvez peut-être en retrouver. Il y en a qui se reconnaissent dans ce que je viens de dire. Pas spécialement, vous avez d'autres objectifs. Donc, j'en donne 2 de plus. Donc, la formation en ligne permet d'écarter d'emblée des participants n'ayant pas de niveau technique. Donc, ça, c'est une présélection. On veut faire suivre à un ensemble de candidats pour ensuite leur permettre de suivre une formation présentielle. Donc on se dit on va créer des modules e-learning pour appuyer la formation, mais après. Donc des piqûres de rappel qui seront faites et qui permettront non plus d'avoir 1 jour ou 5 jours de formation, mais d'avoir sur le long terme, pouvoir y revenir. Donc, déterminer les objectifs. Ensuite, nous, ce qu'on a remarqué, c'est l'accompagnement. Donc le fait d'être accompagné, là on en a un exemple, c'est de se dire, voilà, je n'ai pas les compétences en interne, je n'ai pas forcément les compétences en interne,
Si je ne les ai pas, eh ben, je peux m'adresser à un consultant ou une entreprise. Donc il existe de très nombreux types de consultants. Selon votre budget, ça peut être de l'accompagnement, il existe de l'accompagnement de type freelance, donc des experts freelance, ou des sociétés qui vont vous accompagner de bout en bout sur l'ensemble du projet. Donc là, on va avoir des notions de coût qui vont être très différentes. Par exemple, alors j'ai pris une mission de la société Madef Production, qui est une société à taille humaine de quelques personnes et qui réalise des missions d'accompagnement. Voilà exactement le compte-rendu de sa mission d'accompagnement. Donc ça, c'est en amont. C'est avant qu'on installe les outils. C'est l'entreprise se dit, voilà, j'ai un besoin de e-learning, je sens que je peux faire quelque chose d'améliorer, je vais me faire accompagner. Le consultant, c'est lui qui va avoir la vision, qui va avoir l'expertise, qui va avoir la connaissance de ce métier. Donc il va pouvoir cadrer et établir un calendrier réaliste. Voilà, là on a un projet par exemple qui a duré 3 ans. Donc il faut du temps pour pouvoir faire les choses. Rédaction d'un cahier des charges, présélection des éditeurs susceptibles d'intéresser. Lorsqu'on détermine ce que l'on veut, eh bien, il faut pouvoir le décrire, parce qu'il existe plein de solutions. Nous on propose des outils, il y en a d'autres qui en proposent, qui sont légèrement différents, ou très différents. Donc il faut choisir celui qui vous convient. Il n'y en a pas un qui est au-dessus de tout le monde, il y a des outils différents, qui vont s'adapter plus ou moins. Moi c'est mon opinion. Décryptage des soutenances, donc là on va choisir, bon ok, on a déterminé ce que l'on souhaite, on a fait un cahier des charges, des entreprises ont répondu, on a vu différents exemples, maintenant, eh ben, c'est laquelle qui correspond le mieux. Analyse des formations existantes et scénarisation de la formation en ligne. Donc ça c'est un point sur lequel nous on intervient peu, mais le projet e-learning, on s'équipe de nouveaux logiciels, on s'équipe d'un espace apprenant, de LMS, de LCMS, ça va dépendre du projet, et derrière on réalise des formations. Donc un consultant peut aider à analyser les formations, ce qui existe, à scénariser, à faire toute la partie pédagogique. Un consultant peut aider à créer certains contenus, création de contenu vidéo par exemple, aider à intégrer dans l'outil auteur, utiliser un outil auteur pour accompagner la création, parce que ce n'est peut-être pas votre volonté de devenir expert en création de contenu. Ce que vous souhaitez, c'est les formations elles-mêmes, c'est pas les créer. Et évaluation de la première formation pour être sûr d'être bien dans les rails. Voilà. Donc ça, c'est un exemple d'accompagnement. Plus on voit de sociétés, plus elles sont accompagnées par des experts, plus ça a de chance de marcher. Et l'implication, donc là je retrouve des arguments qui ont été dits, il faut impliquer. Il faut impliquer, Sally me le disait encore avant-hier, vous avez des personnes dans l'entreprise, si vous impliquez les apprenants, la hiérarchie, les différentes personnes, vous leur demandez leur avis, ça a plus de chances de marcher. C'est un bouleversement hein, dans beaucoup d'entreprises. Les centres de formation, il y en a des milliers, ils font du e-learning, il y en a une toute petite partie. Ça peut être un bouleversement, enfin, c'est même souvent un bouleversement, donc on est tous humains, si on ne se sent pas concerné, on rejettera d'une manière ou d'une autre. Voilà, hein, donc quelques facteurs. Ouais. Bon, merci Sophie. Merci beaucoup. Alors, quelles sont vos questions sur ce process, sur tous ces motifs de réussite, l'accompagnement essentiel, la confiance, on a envie d'en savoir plus. J'avais une question, c'est qu'effectivement, quand on implique les gens qui sont, par exemple, les formateurs, comment les formateurs perçoivent dans le process, comment est-ce qu'on arrive à les impliquer, eux qui sont souvent en présentiel, et on leur dit le e-learning est là, qu'on le veuille ou non, c'est souvent considéré comme un peu mise en concurrence, et il y a un rejet, ils ne sont pas tous technopathes, mais il y a quand même une partie peut-être importante. Comment je fais avec ça ? Alors ça fait partie d'une des questions récurrentes qui revient souvent, qui est sur le livre blanc qu'on a sorti la semaine dernière, c'est qu'on a souvent des remarques, des pensées, oui les formateurs, ça va nous prendre notre métier si on fait du learning. En fait non, les métiers changent. Le formateur, formé 100 jours par an, maintenant il va former 80, et puis pendant 20 jours, il va faire d'autres choses, il va aider à faire du contenu, il va réfléchir, il va accompagner, il va faire du tutorat intelligent, il va faire plein de choses.
Donc c'est une migration du métier de formateur. Donc c'est ça qu'il faut bien... Et vous aidez dans cette migration? Très peu. Sur tous les points. Une question? Bon, un petit complément par rapport à ce changement du métier de formateur. Il y a quelque chose que nous on voit et qu'on adresse à travers les outils qui pour moi est un point important pour les formateurs, c'est qu'en fait ils vont travailler sur l'évaluation à froid. Un formateur est à même de dire qu'est-ce qu'on va mesurer après la formation. Ils ont un rôle de consultant quasiment auprès des équipes de formation pour dire, une fois qu'on a formé, moi en tant que formateur, ce que j'aimerais pouvoir mesurer, les critères de mesure de l'impact de la formation après, donc c'est la vraie évaluation à froid, ils ont un rôle à jouer là-dessus, à un moment donné. Il faut mesurer ça, puisque c'est des choses qu'ils mesurent en amont d'ailleurs, pour identifier les niveaux, justement. Donc ça c'est un point très important. Et le deuxième, c'est que c'est des animateurs de communauté. Dans le e-learning, aujourd'hui, la loi veut que pour que le e-learning soit financé, il faut qu'il y ait une interaction entre le formateur et l'apprenant, même s'il est à distance, donc il a la possibilité de poser des questions et qu'on lui répond. Donc finalement, c'est exactement le même rôle. Tu joues en situation, tu vas pouvoir jouer en temps asynchrone cette fois-ci, et qui est un point important et très valorisant en fait pour eux. Ils s'entrent dans la question, c'est comment est-ce qu'on arrive aussi à les faire rentrer dans le projet très tôt, tout en respectant aussi ce qu'est leur métier, donc ils ne se sentent pas dépossédés, et ça fait partie de l'évolution du métier. Il y a tout un accompagnement marketing autour de leur métier pour qu'ils puissent être fiers. Et donc on arrive tout naturellement aux usages, à des retours d'expérience, on garde le meilleur pour la fin, ne dit-on pas? Ça donne de la pression. C'est ce qu'on dit. Alors comment est-ce qu'on réussit l'e-learning? Ça met un peu la pression, y compris la pression du temps, mais ça me permet d'introduire deux choses. La première, parce qu'il n'y a pas de slide, mais c'est pas très grave d'une part. C'est Sally qui m'a dit que ça serait freestyle et qu'on serait dans l'échange, donc ça me convient. Ça va éviter aussi la surcharge cognitive pour un certain nombre d'entre vous, donc c'est pas plus mal. Vous allez pouvoir vous concentrer sur ce que j'ai à vous raconter. En tout cas, pour ceux qui veulent, derrière des visuels, etc., on est là et on peut leur ouvrir des espaces de démonstration sans aucun problème, il suffit de venir nous voir. C'est assez rigolo de passer en dernier derrière vous, puisqu'on est sur un sujet, un retour d'expérience client, où en fait on est complètement dans l'inverse. On n'avait pas du tout le temps. Le client a perdu un peu de temps chez lui sur un gros projet stratégique. Donc il s'agit de Castorama, qui a changé son programme de fidélité, donc de carte de fidélité, avec tous les enjeux que vous pouvez imaginer derrière, d'infrastructure, de monétique, de campagne télé, etc. Ça s'est fixé. Un cahier des charges en juin qui est sorti, qui a atterri dans nos mains début septembre. Un temps de prise de décision assez long, ce qui fait que ça nous a laissé un peu plus de 3 semaines. Cyril est là et qui a été chef de projet de ça pour produire ce module-là. Donc il a fallu transformer en fait cette contrainte-là en malgré tout un succès, puisqu'on n'avait pas le choix, ni nous de se tromper, ni eux de se tromper. Dans les enjeux forts, on avait un changement de programme de fidélité, ce qui allait créer la confusion aussi bien auprès des vendeurs et du personnel, ce qu'on appelle les contacts cartes au sein des points de vente, donc à peu près 10 000 personnes, qu'auprès des clients pour qui leur modèle allait changer, leur taux de réduction allait changer, leurs avantages de fidélité allaient changer. Donc c'était plutôt fort. Et qu'est-ce qu'on a pu mettre en place? Alors il y a un deuxième enjeu un peu moins frontal, mais qui fait partie de cette volonté-là aussi d'information. Là, il y a eu un peu plus de réflexion en amont et on a un peu plus de temps devant nous, mais qui est aussi d'apporter des modalités pédagogiques et de rénover un peu l'existant. Ils ont des modules vieillissants et ils veulent s'inscrire dans des dynamiques un peu plus modernes en termes de modules. Donc il nous a fallu assez rapidement mettre tout ça en place. Dans les facteurs qu'on a identifiés à travers ce projet, qui est une belle expérience, et que dans la foulée on a renouvelé avec un autre compte qui est un grand compte international français avec plus de 260 000 collaborateurs. Donc c'est une très belle entreprise, et là c'est pareil, on a eu 1 mois pour produire un module qui correspondait au lancement d'une nouvelle démarche de leadership chez eux, etc. Donc on prend l'habitude aujourd'hui finalement de réaliser des choses très vite et de travailler avec des gens qui ont éventuellement pris le temps de réfléchir, mais qui ne nous laissent pas le temps derrière de produire. En tout cas, il
faut aller vite. Et ça rejoint quand même un des fondamentaux qui fait que le e-learning est supposé exister, c'est la formation juste à temps. Un projet e-learning, une formation juste à temps qui met 6 mois à sortir, entre-temps on est passé à autre chose. Donc on a fait la démonstration et on a ce retour d'expérience où effectivement sortir des produits, faire des produits de formation, donc du juste à temps, c'est possible. C'était l'objet de ce partage d'expérience. Sur les facteurs clés, le premier c'est la compréhension du besoin client, challenger le client sur son périmètre, ce qu'il attend, etc. Donc il y a un travail d'échange assez important à faire avec lui pour l'aider à périmétrer son projet, parce qu'il va arriver avec une liste de Père Noël lui aussi, etc. Donc il faut arriver à cadrer tout ça, donc définir un périmètre qui soit tenable, ne pas lui faire de fausses promesses. Dans les deuxième élément qu'on a identifié, c'est gérer ce groupe projet qui est chez le client. Ça veut dire faire du transfert de compétences, ça a été évoqué tout à l'heure, du transfert de compétences sur nos métiers, c'est quoi un storyboard, c'est quoi un synopsis, c'est quoi une maquette. La vision qu'il a d'une maquette et notre vision qu'on a d'une maquette, on n'est pas forcément d'accord. Donc il y a un premier travail en amont qui est de partager sur notre vocabulaire, etc., pour avoir des flux beaucoup plus performants, on va dire, des échanges de travail. Et puis ça veut dire aussi faire preuve suffisamment et diplomatiquement, mais d'un peu d'autorité vis-à-vis du client, pour pas que ça parte dans tous les sens, être exigeant vis-à-vis de lui. Il y a des jalons, il doit les respecter. S'il ne les respecte pas, c'est lui qui sera en retard, et c'est pas nous qui serons en retard. Et donc on ne va pas se laisser embarquer comme ça. Et donc il faut éventuellement pas hausser le ton, mais en tout cas bien faire comprendre qu'il y a des échéances à respecter, que malgré son environnement éventuellement débordé, ce qui était le cas, sachant qu'en plus on a impliqué et la communication interne et la formation, etc., il fallait que tout le monde se mette d'accord assez rapidement, et donc on a mis en place des modes opératoires. Là, il suffit de bouger les lèvres et ça vous avez juste à vous tourner, vous allez me laisser finir d'abord, et puis après vous irez au cocktail avec grand plaisir. Donc tout ça pour dire qu'effectivement il a fallu qu'on mette en place un mode opératoire très itératif, très agile, beaucoup de communication, des points réguliers, voire tous les jours en phase de speed de production. Dans les autres facteurs clés de succès, c'est choisir les bons outils de production. Donc là, on devait répondre à la fois à un objectif de modernisation de leurs modules, d'avoir quelque chose qui est très près du métier des futurs apprenants, donc en termes de mise en situation, qui puissent se reconnaître dans des cas concrets. Donc là, on a pu faire appel à nos outils de production avec nos outils de mise en situation réaliste, avatar et décor, etc. Donc certains d'entre vous, vous avez pu voir sur notre stand. On a une capacité de production industrielle en réalité d'éléments interactifs plutôt dynamiques, plutôt proches de la réalité, qui permettent de traiter des cas et des mises en situation assez rapidement. Et faire en sorte que la production soit également conforme aux normes de SCORM, etc. Et donc que le déploiement se fasse rapidement, sans contrainte et sans X dizaines d'allers-retours pour vérifier que ça fonctionne. Donc ça, c'est les éléments, on va dire, principaux qu'on peut identifier sur ce projet-là. Par rapport à ce qui a été évoqué, oui, il y avait un budget, il y avait une contrainte budgétaire, il fallait qu'on rentre dedans. Donc là aussi, il fallait que justement on soit dans une logique plutôt industrielle. Déporter éventuellement une partie des coûts chez le client, je pense notamment à du tournage vidéo, ils ont Castorama TV, ils peuvent très bien enregistrer les discours du directeur commercial, etc. On n'a pas besoin de mobiliser une équipe et tout ça, donc on a fait rebasculer ça chez eux par rapport aux charges initiales, et ça a permis d'aller beaucoup plus vite en l'occurrence. Dans ce qui a été évoqué, il y a effectivement cette notion de KPIs, en fait, avec quoi on va mesurer l'efficacité de ça. En l'occurrence, ils avaient déjà travaillé, puis ça va être les métriques en caisse, tout simplement. C'est le chiffre d'affaires et le taux d'adhésion de vos programmes qui va faire qu'on va pouvoir mesurer si les référents cartes, les contacts cartes ont été bien percutés. Et pour que tout ça puisse fonctionner et se déployer rapidement, parce que entre la sortie du module et le changement de programme, il n'y avait que 15 jours qui allait se passer. On a mis en place une approche où en fait on a réuni dans leur grand amphi dans le Nord, à
côté de Lille, on a réuni des référents cartes, avec qui on a passé une demi-journée d'appropriation du module, slide par slide, en les faisant jouer, en les faisant avec plein d'activités pédagogiques sympas, créer une émulation, ils s'approprient ce module, et maintenant ils utilisent ce support-là, ils savent l'utiliser, donc on a fait une espèce de formation de formateurs, entre guillemets, même si ce n'est pas des formateurs de métier. En tout cas, c'est des référents, et on leur a transmis l'outil pour qu'ils puissent prendre leurs équipes en point de vente, ne pas les laisser complètement autonomes devant l'écran, mais pouvoir les accompagner, les supporter dans l'appropriation de ce qu'on va faire. Donc, on est à la fois, si on essaie de résumer dans les facteurs, une capacité industrielle de production pour pouvoir respecter les délais dans des coûts maîtrisés, une dimension gestion de projet ultra prégnante et très opérationnelle, et puis une modalité de diffusion avec un support et embarquer des sponsors en fait internes à la structure pour pouvoir faire ce déploiement sur 10 000 personnes, ce qui est voilà, de toute façon pas possible en salle, donc ils n'avaient pas bien le choix non plus. Enfin, pour résumer ce partage d'expérience. Merci beaucoup. Alors peut-être je vous laisserai poser des questions parce que chacun va pouvoir aller se rapprocher de... Oui, Sally qui avait une bonne question. Question très simple pour toi. D'abord, c'était fabuleux. Merci, j'adore. Est-ce qu'il serait possible de demander à Castorama de revenir ici en janvier 2017 pour présenter un an après avec toi et qu'on voit en réalité ce qui a été fait? Alors, ça me plaira de voir Castorama produit vrai avec la colonne de Castorama, et puis quand vous allez dans le magasin, vous demandez la carte pour voir. Est-ce qu'on pouvait faire ça, Castorama était là cet après-midi, avait prévu d'être là ce soir, mais en fait ils ont une contrainte, donc ils étaient obligés de repartir plus tôt. Sinon ils auraient témoigné avec grand plaisir. Mais oui, c'est tout à fait imaginable de travailler là-dessus. Absolument. Ouais, absolument. Et du coup, on aura des chiffres et on pourra, éventuellement, je présenterai des slides. Donc ça c'est bien, c'est la fidélisation directe, ça c'est top. Exactement. Ce qui fait que je vais vous laisser la possibilité de peut-être répondre à des questions quand vous allez avoir l'occasion d'être en face à face, donc ça vous permettra à chacun de poser ça. Ce qui est très important aussi, ce qu'on voit dans ce tout à chacun, c'est à la fois quand on a un projet e-learning comme tout projet un peu innovant, c'est d'avoir des leaders, des gens qui disent moi je sais que je veux le porter. Alors leader, ça ne veut pas dire forcément des chefs suprêmes, ça veut dire des gens qui sont porteurs du projet, qui amènent les autres à croire ce qu'ils disent, à trouver des partenaires qu'on amène avec nous dans l'aventure, et surtout l'élément c'est de rendre l'aventure collaborative. Et ça c'est très important d'arriver à avoir des ambassadeurs. On parlait des gens dans les entreprises qui sont des référents, donc être capable d'avoir des ambassadeurs qui sont capables d'être porteurs du crédit qui soit donné. Il y a énormément de projets qui sont portés en dehors, hors sol de l'entreprise, et le gros problème du e-learning, c'est pas tellement la technique, c'est le fait de réintégrer ça dans le quotidien de l'apprendre en entreprise. Et pour ça, il faut bien des relais, et ça se prépare en amont, et ça rentre complètement dans la philosophie du collaboratif, à condition de le porter, ce qu'on appelle les lead users, les users d'opinion, du marketing interne. C'est tout un travail, une nouvelle culture de l'apprendre, de la veille ensemble. C'est quelque chose de magique pour faire avancer les entreprises. Au fond, la clé du learning, c'est l'homme. Je laisse réfléchir à ça et je vous invite tous à venir voir quelque chose ensemble, et puis vous aurez l'occasion de poser des questions.